Super, donc je vais commencer alors moi par donner un aspect un peu général de l'approche de la bioinspiration en intelligence artificielle. Donc j'ai plutôt un background d'ingénieur électricien et puis j'ai fait ma thèse en sciences biomédicales et pharmaceutiques dans un institut de neurosciences. Et je suis arrivé en intelligence artificielle et machine learning que très tard. Et donc ici je vais essayer un petit peu expliquer le processus de cette bioinspiration et en quoi, enfin, ce qui m'intéresse en particulier ici et en quoi je pense qu'il y a des challenges futurs en intelligence artificielle qui nécessitent vraiment de revenir aux sources de la biologie. Donc, juste par introduction, donc les années 2010, on a vu vraiment l'intelligence artificielle basée sur les réseaux de neurones exploser en termes de performance, que ce soit en recherche, mais également en entreprise ou dans la vie de tous les jours. Donc, ça a eu un impact sociétal assez énorme. Et donc, ça donne un petit peu cette impression qu'on est vraiment dans une passe d'avoir une intelligence artificielle qui va devenir omniprésente. Donc, un des exemples ici qui est vraiment assez clair de l'évolution très rapide et impressionnante de l'intelligence artificielle, c'est la classification d'images. Donc, ce qu'on voyait ici, c'est les performances de la classification d'images en fonction des années des différents algorithmes, où l'humain se situe ici à 5%, et on voit qu'en l'espace de quelques années, donc c'est extrêmement rapide, les meilleurs réseaux sont passés de 26% à des performances surhumaines en dessous de 5% pour 2016, et on fait encore meilleur maintenant. Donc on a une évolution de l'intelligence artificielle qui est énorme, qui peut être utilisée et qui est utilisée en pratique de plus en plus. Et donc on voit que il y a vraiment une direction de recherche de ce côté-là qui est très très forte. Alors moi, les questions qui m'intéressent très fort, c'est à quel point cette intelligence artificielle est-elle proche de l'intelligence humaine? Donc il y a deux raisons pour lesquelles je m'intéresse à ça. La première, c'est que j'aime beaucoup les neurosciences, j'aime beaucoup l'aspect humain, donc c'est plus un intérêt je veux dire personnel. Mais l'autre, c'est que je pense que le futur de l'intelligence artificielle va être la collaboration avec l'humain. Donc vraiment, le fait qu'elle devienne omniprésente dans notre société et que pour ça, pour collaborer avec l'humain, il faut qu'on puisse quand même comprendre sa façon de fonctionner et arriver à voir si son fonctionnement est proche de l'intelligence humaine ou en tout cas compatible entre guillemets avec l'intelligence humaine. Donc ici, on voit clairement que maintenant, l'intelligence artificielle surpasse les performances humaines dans beaucoup de tâches très spécifiques. Mais alors, est-ce qu'elle va pouvoir, à partir de cette base-là, devenir omniprésente dans tous les systèmes où il y aura collaboration avec l'humain? Donc les voitures autonomes avec coexistantes avec la conduite humaine, par exemple. Donc est-ce qu'une machine, une voiture autonome va être capable de réagir à un comportement humain qui sera extérieur, et en particulier la robotique collaborative, c'est-à-dire sortir les robots des échelles d'assemblage et avoir vraiment des robots qui interagissent directement avec les humains au niveau de la société. Et ça, c'est un sujet en particulier, je trouve, qui illustre bien l'état de l'intelligence artificielle actuelle, la robotique collaborative, parce que déjà, c'est un des objectifs de l'industrie 4.0, l'automatisation de la société. Et c'est la combinaison entre, d'un côté, la robotique industrielle, où là, on a vraiment des performances surhumaines au niveau motrice. On a des robots qui peuvent fonctionner au niveau du micromètre et être extrêmement précis et très rapides, et donc beaucoup vraiment surhumain, et la combinaison de l'intelligence artificielle plus récente, basée sur les réseaux de neurones, où on a des performances surhumaines sur des tâches cognitives, dans les jeux, la classification d'images. Et donc la question, ce serait de se dire, si on combine les deux, finalement, est-ce que les robots collaboratifs humanoïdes, en combinant ces performances surhumaines motrices d'une part et ces performances surhumaines cognitives d'autre part, on devrait arriver à créer des robots collaboratifs qui soient très très performants. Et donc, une des illustrations, par exemple, ça va être la compétition Robocut, où le but, donc ici on est plutôt dans la robotique humanoïde, mais où le but c'est vraiment de créer des robots qui reproduisent des tâches que les humains reproduisent. Et là, vous voyez qu'on est très, 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 très loin des performances humaines et même des performances humaines de base, où on peut comparer, par exemple, un match de football ici chez l'humain en haut à gauche, avec ceci, c'était un extrait de la finale de RoboCup d'il y a 2-3 ans, donc c'est relativement récent. Vous voyez que là, au niveau robotique humanoïde, on est vraiment très loin même des performances d'un enfant de 2-3 ans. Et donc, il y a cette coupure, entre guillemets, entre ce qu'on sait faire au niveau moteur, ce qu'on sait faire au niveau cognitif, et le manque de performance qu'on a quand on combine les deux.
Et donc, les questions auxquelles je vais essayer de répondre pour essayer d'identifier pourquoi il y a des problèmes comme la robotique collaborative ou la robotique humanoïde, où finalement la performance de l'artificiel sont très très mauvaises. La première, c'est d'essayer d'identifier les différences clés entre l'intelligence artificielle basée sur les réseaux de neurones et l'intelligence humaine. Et pour ça, je vais faire une petite historique de parallèle, je veux dire, du développement des réseaux de neurones artificiels d'un côté et des neurosciences de l'autre. Puis après, on va essayer de comprendre quelles sont les implications de ces différences et comment on peut surmonter ces différences pour développer de nouvelles approches algorithmiques. Donc, les réseaux de neurones artificiels actuels, c'est un succès qui est très contemporain, mais c'est basé sur de très vieilles idées. Donc ici, en fait, les réseaux de neurones artificiels, l'idée vient de McCulloch et Pitts de 1943, où ils suggéraient de s'inspirer du cerveau pour construire des systèmes intelligents. Et leur idée, c'était de connecter des agents, des neurones, qui se connectent les uns avec les autres et dont les connexions pourraient changer pour apprendre des tâches spécifiques. Donc vous avez une structure ici qui date de 1943. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'à cette époque-là, on ne connaissait absolument rien sur le fonctionnement neuronal. On savait qu'il y avait des neurones qui étaient connectés les uns avec les autres. On savait qu'il y avait une activité électrique. Donc ça, par exemple, c'est un enregistrement. Mais c'est absolument tout ce qu'on connaissait. On ne savait pas du tout qu'il y avait des modèles différents. On ne savait pas comment les neurones se connectaient les uns avec les autres, etc. Donc les connaissances, finalement, l'idée des réseaux de neurones artificiels est beaucoup plus antérieure que notre connaissance de la signalisation neuronale au niveau cellulaire. Alors par après, en 1958, le premier algorithme d'apprentissage a été introduit, c'est le perceptron, et c'était basé sur un type de plasticité qu'on appelle la plasticité hébbienne, mais c'est déjà un peu cette idée de backpropagation de l'erreur, et donc d'avoir des neurones qui doivent générer une tâche, et quand on détecte un peu l'erreur qui génère la tâche, et on modifie les poids de connexion entre ces neurones pour avoir un réseau de neurones qui est plus efficace. Et à cette époque-là, donc c'est déjà en 1958, ils ont créé une machine qui pouvait jouer aux dames. Donc c'est assez impressionnant quand on connaît l'état de l'informatique fin des années 50. En parallèle, au niveau neurosciences, on commençait juste à décrypter la complexité de la signalisation neuronale. De se dire, bah oui, les neurones, finalement, ils ont une activité électrique qu'on enregistre ici, qui est complexe, qui est basée sur ce qu'on appelle des potentiels d'action, et il y a des mécanismes moléculaires qui sont très complexes derrière, et c'est autre chose que juste un comportement entrée-sortie statique. Et donc là, on commence déjà à voir un petit peu la séparation entre, d'un côté, l'évolution de l'intelligence artificielle basée sur les neurones, qui est en avance finalement sur nos connaissances, des neurosciences de l'autre côté, qui, elles, commencent à découvrir uniquement la complexité neuronale. Alors, il y a un très beau documentaire de 61, dont je vous mets le lien ici, qui s'appelle The Thinking Machine. Et donc, il y a deux interviews qui sont données de Jérôme Wiener et Claude Shannon, qui sont des ingénieurs, enfin des noms très, très importants dans tout ce qui est théorie de l'information et donc ingénierie. Et ce qui est intéressant, c'est d'entendre leur point de vue sur l'état de l'intelligence artificielle dans les débuts des années 60 à la suite du perceptron. Et les deux disent qu'ils s'attendent maintenant à avoir une intelligence artificielle ou des machines qui pensent dans le futur. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point c'est difficile en fait d'évaluer et de comparer l'intelligence machine et l'intelligence humaine, parce que après ce développement du perceptron et avant même les connaissances, d'avoir des connaissances approfondies au niveau neurosciences, il y avait déjà cette impression, et ce sont des gens qui sont très compétents, ils avaient déjà cette impression qu'on pourrait avoir des machines qui pensent, et on sait maintenant avec le recul que ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors après, dans les années 70, et les années 2000, l'intelligence artificielle basée sur les réseaux de neurones, donc je me focalise vraiment là-dessus, a vu un progrès incrémental. Donc il y a des algorithmes très importants qui ont été créés, l'algorithme de backpropagation qui est énormément utilisé aujourd'hui, des réseaux spécifiques comme les réseaux de haut fil, les réseaux récurrents. On voit que tout ça sont des choses qui sont très fort utilisées maintenant, mais qui datent des années 70, des années 80. Et par ailleurs, en neurosciences, c'est là qu'on a, dans ces années-là, on a commencé à avoir des avancées majeures dans notre compréhension de la dynamique neuronale, parce qu'on a eu des nouvelles techniques d'enregistrement neuronal, on a eu des nouvelles techniques d'anatomie, etc. Donc, on a pu développer l'anatomie, enregistrer le comportement cellulaire. On s'est rendu compte que les neurones, finalement, ils ont une activité cellulaire très complexe, qui change constamment, qui se voit au niveau cellulaire. Ces changements se voient au niveau réseau, se voient au niveau des populations. Et donc, il y a une avancée au niveau de la complexité, la compréhension de la complexité neuronale,
qui étaient déconnectés de nouveau de l'évolution et de l'avancée algorithmique, je dirais, au niveau de l'intelligence artificielle. Et en particulier, les mécanismes qu'on a découverts au niveau neuronaux, souvent, la façon dont on va les implémenter sont trop complexes pour être traduits directement en algorithme d'IA efficace. Et donc, au final, l'IA qui est efficace actuellement, c'est l'IA basée sur ces neurones très, très simples qui sont basés sur le développement de début des années 40. Alors, c'est à partir des années 2010, ce qui a fait que une des raisons qui a fait que les réseaux de neurones ont explosé en termes de performance, c'est l'accès, le développement d'algorithmes d'apprentissage efficaces, mais aussi c'est l'accès et le développement de machines de calcul très puissantes. Et donc, ce n'est pas tellement revenir implémenter les nouveaux concepts neuronaux qu'on a appris pendant toutes ces années qui ont permis ce développement-là, mais c'est plus reprendre des concepts anciens qui datent des années 40 et les combiner avec des capacités de calcul phénoménales. Et c'est pour ça qu'on en est aujourd'hui au deep learning, ce qu'on appelle le deep learning, qui est vraiment l'état de l'art dans énormément de domaines de l'intelligence artificielle. Et donc le deep learning, c'est vraiment se baser sur des réseaux gigantesques avec énormément de neurones, énormément de connectivité, des algorithmes d'apprentissage qui sont très, très développés et très efficaces, mais où chacun des neurones, lui, a une dynamique élémentaire qui finalement reste très proche de la dynamique qui avait déjà été pensée avant la découverte, avant les percées en neurosciences et en signalisation neuronale biologique. Donc on est resté vraiment là-dessus et ça fonctionne très bien dans toute une série de choses. Et donc, par exemple, c'est l'état de l'art au niveau de la reconnaissance d'image. Donc, je donne un exemple ici d'intelligence artificielle basée sur des réseaux de neurones qui est utilisé pour aider au diagnostic. Donc, on a des images à gauche, c'est de la rétinopathie, donc détection de rétinopathie. On voit ici que l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones peuvent être entraînés pour détecter 100% des rétinopathies par rapport aux images physiologiques. On a la même chose pour le pneumothorax. On peut avoir des réseaux qui vont être capables de détecter plus de 99% de pneumothorax par rapport à une situation physiologique, juste sur base des images, et la même chose pour les mélanomes. Donc, c'est vraiment très prometteur. Quand on voit des résultats comme cela, on se dit, finalement, on arrive vraiment au développement d'une intelligence artificielle qui va pouvoir être utilisée et déployée dans la santé, dans la société, etc. Mais il reste que, on a vu ici, donc la première question quand je posais la différence entre intelligence artificielle et intelligence humaine, c'est qu'on a vu que finalement, les réseaux de neurones artificiels actuels, ils sont inspirés des neurosciences des années 40 et 50, et puis après, ils ont été optimisés pour une implémentation digitale, ils sont éloignés de la biologie. Alors, ça peut très bien ne pas avoir d'impact, donc on a vu ici que ça fonctionnait très bien pour la reconnaissance d'images, mais peut-être aussi qu'il y a des choses cette différence d'implémentation entre l'artificiel et le biologique a peut-être des impacts majeurs, et ici on va voir que c'est le cas dans certaines circonstances, et donc essayer de comprendre quelles sont les implications de ces différences. Alors si je reprends cette classification d'images que j'avais prise tout à l'heure ici, donc si vous prenez un médecin, vous lui demandez de classifier entre physiologique et pathologique, il va être capable de le faire, basé sur ce qu'il détecte au niveau de l'image. Donc on voit très bien par exemple le pneumothorax ici, on voit très bien que les poumons sont effondrés par rapport à cette situation-ci. Et l'intelligence artificielle a l'air de faire la même chose. Les réseaux de neurones ont l'air de faire la même chose. Et en fait, il y a des personnes qui ont montré maintenant récemment, ceci c'est assez récent, c'est un résultat de 2019, que la façon dont les réseaux de neurones font leur diagnostic est complètement différente d'un humain ou bien d'un praticien. Et donc, pour montrer ça, ils ont fait ce qu'on appelle des attaques adversariales. Et donc, de manière intelligente, ils ont été changés quelques pixels au niveau des images, et c'est invisible à l'œil nu. Donc, pour un praticien, pour un humain, ces deux images sont identiques et ces deux images sont identiques, pareil pour le reste. Et en faisant ces petits changements très, très, très discrets, l'algorithme d'apprentissage passe d'une prédiction parfaite à 100% de faux positifs. Et donc, ce petit changement, ici, nous, on ne les voit pas à l'œil nu. Ici, on voit que c'est passé de classification de 100% des rétinopathies à 100% des cas physiologiques qui sont classifiés comme rétinopathie et 0% des cas où il y a une rétinopathie qui sont classifiés comme pathologiques. Pareil, au niveau du pneumothorax, on voit que maintenant, l'intelligence artificielle ne détecte plus les pneumothorax et classifie toutes les images pathologiques comme étant une personne saine.
Et donc ça illustre vraiment le problème que l'intelligence artificielle ne traite pas l'information de la même façon que les humains. Et donc, ça, ici, clairement, on voit le problème dans le cadre de la santé, mais à partir du moment où on a une interaction entre intelligence artificielle et humain, cette très, très grande différence de traitement de l'information peut avoir un impact énorme. Et là, je reviens à la robotique en particulier. Mais on voit clairement que même si on a une intelligence artificielle qui peut être très, très bon au niveau cognitif, quand on essaie de l'appliquer à des problèmes tels que la robotique collaborative, ça n'a pas l'air de fonctionner. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut identifier une différence clé, donc il y en a probablement beaucoup, mais une différence clé entre les performances biologiques et les performances artificielles actuelles. Et une des grandes différences qui m'intéresse moi particulièrement, c'est l'adaptabilité. Donc l'adaptabilité, vraiment le fait qu'un réseau ou un humain ou une intelligence soit capable de s'adapter à un contexte changeant, sans forcément, par habitude ou en ayant appris ça par expérience, et sans forcément être capable de mesurer tous les changements qui ont été faits, mais juste avoir une adaptation efficace et rapide. Et alors, il y a tout le côté extrapolation aussi, c'est le fait d'être capable d'utiliser ses connaissances précédentes pour développer de nouvelles compétences. Mais en particulier, l'adaptabilité est vraiment quelque chose qui est extrêmement différent entre l'humain et le biologique en général, hein, ce n'est pas que l'humain, et l'intelligence artificielle actuelle. Donc les humains ont des facultés d'adaptation qui sont extraordinaires, au contraire des machines. Donc les machines peuvent apprendre des comportements très très spécialisés dans des environnements spécifiques. Donc si on pense le Game of Go, c'est un problème qui est très complexe en termes de complexité, mais l'environnement est fixé, il n'y a pas d'adaptation nécessaire parce que le jeu est fixé. Mais si on pense à la robotique humanoïde et à la marche, par exemple, là c'est un problème qui nécessite beaucoup d'adaptation. Donc du fait qu'on marche sur du sol qui soit dur, qu'on marche sur de la glace, qu'on porte un bagage ou non, le type de chaussures qu'on a, le type de sol, tout ça va faire que pour obtenir une marche qui paraît équivalente, qui soit robuste, il faut qu'il y ait une adaptation très fine au niveau motrice, au niveau de la contraction musculaire, au niveau de la synchronisation de tous les muscles. Et tout ça ne se voit pas parce que la robustesse et cette adaptabilité de la contraction musculaire fait que la marche paraît très robuste et n'est pas affectée par les événements extérieurs. Par contre, quand on essaye d'implémenter la même chose avec des robots où il n'y a pas cette adaptation, on remarque que dès qu'il y a un changement de surface ou bien dès qu'il y a un obstacle, on arrive à avoir des problèmes de robustesse. Et donc, il y a un besoin de créer de nouvelles méthodes pour construire des machines possédant des facultés d'adaptation plus proches des humains, pour en tout cas pour avoir des machines plus humanoïdes et qui puissent interagir avec l'humain. Et alors, ça, c'est un autre exemple de cette adaptation. Donc, si vous n'avez jamais vu cette image, c'est une image tirée d'un livre de neurosciences. Si vous n'avez jamais vu cette image, il y a beaucoup de chances pour que vous voyez juste un ensemble de taches noires et de taches blanches. Donc, ça, c'est la façon dont vous traitez l'information ici en fonction du contexte et de vos connaissances a priori. Alors, si maintenant je fais ceci et que je reviens à l'image, maintenant vous allez voir un visage. Donc, c'est sûr, c'est possible que certains d'entre vous aient déjà vu un visage par ailleurs, mais ceux qui voyaient un ensemble de taches blanches, juste en donnant ceci très rapidement et en revenant à l'image précédente, vous allez voir un visage. Ici, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu d'apprentissage, les neurones ne se sont pas reconfigurés, c'était beaucoup trop rapide, il n'y a pas de nouvelles connaissances, il y a juste un nouveau contexte. Vous avez le contexte, ce contexte de visage, et donc du coup maintenant, le cerveau voit directement un visage dans cette tâche. Et une fois que vous l'avez vu une fois, vous ne pouvez plus l'effacer de votre visage. Et donc, ça montre vraiment qu'il y a des facultés au niveau neuronal. On a la même information, c'est la même image, mais ce qu'on y voit de manière active est différente. Et donc, ça veut dire que pour les mêmes stimulations sensorielles, entre guillemets, le cerveau a une réponse qui a été adaptée en fonction du contexte. Et donc, pour avoir une intelligence artificielle plus humaine, il y a une demande de retour à la bio-inspiration, et en particulier, essayer de comprendre. On voit que cette adaptation, c'est vraiment lié à un changement très rapide de la façon dont les neurones calculent ou réagissent aux informations extérieures. Est-ce qu'on peut arriver à détecter ça au niveau expérimental, au niveau biologique, et l'introduire dans les réseaux artificiels?
Alors ceci, c'est juste un exemple pour montrer que même ceux qui ont développé, donc ici, ce sont les groupes qui ont développé AlphaGo, donc cette fameuse intelligence artificielle qui joue au Game of Go, même eux disent que le futur, c'est vraiment de revenir à une intelligence artificielle plus neuro-inspirée pour essayer pour les challenges futurs en intelligence artificielle. Et en particulier, le mécanisme par lequel on a ces changements, cette adaptation de l'intégration de l'information par les neurones en fonction du contexte, ça s'appelle la neuromodulation. Et donc, il y a un exemple de neuromodulation très globale. Donc, la neuromodulation, ça a un rôle partout, mais il y a un exemple vraiment très global et très connu, c'est les transitions entre l'éveil et le sommeil. Si on regarde l'activité neuronale entre l'éveil et le sommeil, on a des activités qui sont très, très, très différentes. Et donc, entre l'éveil, par exemple, on a une activité ici, c'est l'activité neuronale générale, c'est ce qu'on appelle un électroencéphalogramme, très haute fréquence et basse amplitude. Et quand on a l'état de sommeil qui est profond, on a des oscillations de basse fréquence et très grande amplitude. Et ceci change vraiment la façon dont l'humain transmet l'information. Si vous avez les mêmes stimulations externes pendant cette période neuronale-là ou pendant cette période neuronale-là, la réponse sera très différente. Et donc, par exemple, si une personne est à l'éveil et switch directement à une activité neuronale comme ceci, comme on le voit dans les absences épileptiques, la personne va être tout à fait insensible aux stimulations externes à ce niveau-là. Un autre exemple de neuromodulation, plutôt neuromodulation clinique, ce sont les stimulations profondes dans le traitement de la maladie de Parkinson. Donc, la maladie de Parkinson est aussi liée à une activité neuronale particulière, en fait à une perte de neuromodulation, parce que c'est la perte d'une population de neurones qui s'appelle les neurones dopaminergiques qui libèrent un neuromodulateur et ceux-là disparaissent. Et donc, tous les neurones qui sont sujets normalement à cette neuromodulation-là ne sont plus neuromodulés et donc il y a des problèmes. Alors, on connaît très bien les problèmes de tremblement, mais un des gros problèmes, c'est ce qu'on appelle le freezing, c'est-à-dire l'incapacité de générer une nouvelle action parce qu'il n'y a plus cette neuromodulation qui permet de démarrer son action. Et il y a un traitement qui est assez efficace au niveau des symptômes, c'est d'aller stimuler ces régions qui ne sont plus neuromodulées, de les neuromoduler de manière artificielle. Et lorsqu'ils sont neuromodulés, les symptômes disparaissent. Et c'est assez impressionnant parce que c'est un phénomène vraiment on-off. Et donc, la neuromodulation, c'est vraiment un mécanisme qui sous-tend l'adaptation au niveau humain et qu'on a découvert et qu'on a étudié beaucoup plus récemment au niveau, dans les années, fin des années 2000. Donc, c'est assez récent, vraiment, l'étude de la neuromodulation. Et ça n'a jamais vraiment été utilisé en intelligence artificielle. Et donc, la neuromodulation, si je dois résumer ce que c'est et que je le mets en parallèle à l'apprentissage, la plasticité synaptique, l'apprentissage, c'est le changement de connectivité entre neurones. La neuromodulation, c'est le changement d'activité neuronale sans affecter la connectivité, changement d'activité neuronale de manière dynamique et en fonction du contexte. Et donc, c'est vraiment un mécanisme qui est parallèle à celui qui est implémenté actuellement en intelligence artificielle, qui n'est pas du tout en interférence avec celui-là. Donc, celui classique, c'est plutôt l'apprentissage et la neuromodulation, c'est plutôt lié sur l'adaptation. Donc, la neuromodulation, ça exploite la grande complexité de la signalisation neuronale. Donc, ici, c'est un exemple d'activité électrique de deux neurones du crabe. Donc, ce sont deux neurones d'un organisme très, très simple. Et ce qu'on voit finalement, c'est que quand ils sont soumis à différents types de neuromodulateurs, l'activité de ces deux neurones, qui sont couplés, peut être très, très différente, très, très variée. Donc, on voit que même dans les organismes les plus simples, il y a vraiment l'exploitation de cette neuromodulation et de ces changements d'activité qui se traduit sur des changements de comportement. Et dans ce cas-ci, c'est un filtre au niveau du système gastro-intestinal. Et l'extraction des mécanismes de neuromodulation, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces 10 dernières années. C'est un problème multidisciplinaire, donc ça nécessite d'étudier la biologie d'un côté, mais de la traduire en termes de mathématiques pour vraiment arriver à la comprendre, de modèles mathématiques et multi-échelles, parce que ce qui nous intéresse, c'est les changements au niveau réseau de neurones, mais les neuromodulateurs ont des effets au niveau moléculaire, et donc on doit traduire, on doit connecter le moléculaire, le neuronal et le réseau. Et donc, si on prend tous ces détails biologiques et on essaye de les copier en intelligence artificielle, on va dans le mur parce que c'est beaucoup plus complexe. Par contre, on peut se réinspirer de l'approche de McCulloch et Pitts et se dire, on peut imiter mais sans copier. Et donc ici, c'est un petit peu l'approche qu'on a, et Nicolas va vous montrer un petit peu les débuts de cette approche. C'est qu'on peut avoir cette interaction entre neurosciences et intelligence artificielle, tout en se rendant bien compte que toute la complexité biologique des neurosciences ne peut pas être introduite en intelligence artificielle, mais qu'on peut s'inspirer des mécanismes de manière très générale. Et donc ici, dans ce cas-ci, serait s'inspirer des mécanismes de neuromodulation
manière générale l'intelligence artificielle, et puis après, à partir de ça, essayer de revenir aux neurosciences et avoir cette boucle qui permet, entre guillemets, d'augmenter nos systèmes. Et donc, le premier exemple qui va vous donner, c'est l'introduction de la neuromodulation dans les réseaux de neurones pour créer de nouvelles architectures réseau. Donc, on ne va pas essayer de prendre vraiment les mécanismes biologiques purs, mais on va s'inspirer du fait que la biologie utilise la neuromodulation pour s'adapter et créer des neurones où on a des réseaux de neurones où on a le réseau classique qui va avoir des entrées et générer un comportement, et connecté à un réseau de neuromodulation qui, lui, va prendre le contexte en entrée et le comportement, évaluer le comportement, et qui va neuromoduler et changer la dynamique des neuronales simplifiée. Donc ça, c'est une première approche. On voit qu'on n'est pas du tout en train d'imiter, enfin de copier la biologie, mais par contre, on s'inspire fortement d'un mécanisme qui est très important en biologie et on essaye de le traduire en algorithmes simples et en mécanismes simples qui peuvent être implémentables dans une intelligence artificielle. Un deuxième exemple, c'est l'utilisation et l'implémentation de dynamiques simples, de dynamiques neuronales riches et modulables. Et ça aussi, il y a plusieurs étapes. Donc en physiologie, la dynamique neuronale est très complexe. Elle est gérée par des dizaines et des dizaines de protéines différentes par neurone, qui sont constamment modulées, qui sont constamment changées. Ceci peut être traduit en modèles mathématiques beaucoup plus simples, mais qui sont par ailleurs toujours trop complexes pour avoir une intelligence artificielle stable. Et la deuxième étape, alors, c'est de le traduire en algorithme et de nouveau d'essayer de se rapprocher de cette richesse et de reconstruire cette richesse, mais sur base d'algorithmes simples en intelligence artificielle. Et donc, ceci termine ma partie de la présentation. Donc, Nicolas va présenter ces deux approches de manière concrète. Mais si je dois résumer un petit peu ma présentation ici, c'est de dire que l'intelligence artificielle actuelle manque d'adaptabilité. Et donc, elle est excellente pour toute une série de tâches spécifiques, mais il y a besoin d'une nouvelle approche pour tous les problèmes où l'adaptabilité est nécessaire, notamment l'interaction humain-machine. L'adaptabilité biologique dépend de la neuromodulation. La neuromodulation, c'est vraiment un processus biologique duquel on peut s'inspirer pour essayer d'augmenter l'adaptabilité neuronale. Et dans ce cas-ci, s'inspirer de la neuromodulation d'un réseau de neurones, ça va nous permettre de créer de nouvelles architectures réseau, de nouvelles interactions au niveau des réseaux de neurones qui sont différentes de celles qui étaient proposées par McCulloch-Pitts et autres, et d'augmenter les performances des réseaux artificiels par l'exploitation d'une dynamique neuronale plus riche et modulable qui va changer en fonction du contexte. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous, donc moi c'est Nicolas Vekoven et donc ça fait maintenant 3 ans que je fais un doctorat avec Guillaume comme superviseur et je vais essayer de rapprocher un peu plus, d'aller un peu plus dans le concret des mécanismes dont Guillaume vient de vous parler et essayer de rapprocher ça un peu avec ce qui pourrait être utile dans l'industrie, par exemple, et aller un peu plus dans le concret, donc du côté apprentissage machine, et de voir un peu comment est-ce qu'on a mis les choses en place. Donc, tout d'abord, la première chose, c'est le contexte en fait, dans lequel on a établi notre recherche. C'est un contexte d'apprentissage qui s'appelle l'apprentissage par renforcement. Donc, en fait, dans ce contexte-là, on a un agent qui est représenté par un modèle. Donc, ici, typiquement, le modèle, ça va être des réseaux de neurones artificiels, vous l'aurez compris. Et cet agent va interagir, en fait, avec un environnement. Alors, la manière dont il interagit, c'est que l'agent va pouvoir effectuer des actions sur l'environnement. Et en échange, il va recevoir des observations ainsi que des récompenses. Alors, sur base des observations, il va réeffectuer des actions et recevoir encore des récompenses, et ainsi de suite. Donc, ce processus n'a en fait pas de fin. Et le but de l'agent, en fait, c'est d'apprendre à maximiser sa récompense en interagissant avec l'environnement. Alors, le fil rouge que j'ai décidé de prendre pour cette présentation et qui va permettre un peu de faire des liens concrets entre les modèles et ce qui se passe en réalité, ce qui pourrait être une application vraiment d'entreprise, c'est par exemple le contrôle d'une fraiseuse ou d'une machine dans une chaîne de production. Alors, dans ce cas-là, le modèle, en fait, serait le contrôleur de la fraiseuse et l'environnement serait la fraiseuse elle-même, la fraiseuse physique en tant que telle. Et donc, on pourrait imaginer que les actions que l'agent va prendre, que le contrôleur va prendre, seront de, par exemple, régler les offsets de cette fraiseuse et les récompenses seraient en fonction des rebuts qui sont, par exemple, générés par la fraiseuse. Donc, on peut imaginer que si un offset qui a été donné par le contrôleur est mauvais, et que du coup la fraiseuse a fait un rebut, la récompense sera négative. Là où si par contre la pièce faite par la fraiseuse était exceptionnelle et exceptionnellement bonne, la récompense sera très positive.
Et donc, en interagissant de cette sorte-là, l'agent va s'entraîner, va apprendre à contrôler la fraiseuse pour faire le moins de rebut possible. Donc, le modèle, comme je disais, on se base sur les réseaux de neurones artificiels. Et juste pour bref rappel, mais Guillaume vient de faire l'exposé assez complet, mais un réseau de neurones artificiels, c'est une suite de neurones qui sont organisés par couches. Et donc, tous les neurones d'une couche sont connectés aux neurones de la couche suivante. Alors, juste pour mettre en contexte ici, le réseau de neurones va prendre en entrée des informations qui, dans ce cas, par exemple, de la fraiseuse, pourraient être les mesures de la pièce précédente. Et alors, sur base des mesures 3D de la pièce précédente, eh bien, il pourrait déterminer un nouvel offset qui correspondrait à l'usure de la fraiseuse pour avoir une pièce qui n'est pas un rebut. Donc, en entrée, on aurait par exemple des mesures et en sortie, une action qui serait le contrôle de l'offset, par exemple. Alors, comme Guillaume l'a présenté, pour le moment, ce qui existe dans les réseaux de neurones artificiels, c'est vraiment l'implémentation de la plasticité synaptique, qui est vraiment la modification des connexions entre neurones et non pas la modification des neurones eux-mêmes. Donc, en fait, qu'est-ce que ça représente d'un point de vue d'un réseau de neurones artificiel? Eh bien, pour le comprendre, il faut regarder ce qui se passe exactement dans un neurone artificiel, j'entends. Alors, un neurone artificiel, en fait, ce que ça va simplement faire, ça va prendre une somme pondérée des entrées qu'il reçoit. Et donc, les points ici sont les pondérations des entrées. Avec cette somme pondérée, ça va ensuite passer dans une fonction d'activation. Et c'est ça qui permet toute la non-linéarité des réseaux de neurones artificiels. C'est vraiment cette fonction d'activation ici qui permet d'apprendre des comportements ou des fonctions complexes. Et il va y avoir la sortie. Donc, c'est vraiment ces poids ici qui sont appris pour le moment dans les réseaux de neurones artificiels et c'est vraiment la base de tous les entraînements qui existent pour le moment et de simplement de tous les réseaux de neurones artificiels. C'est cet entraînement des poids. Alors, le problème ici, c'est que ces poids, ils nécessitent beaucoup de données à être appris. Donc, c'est un processus qui est très lourd, qui prend énormément de temps, énormément de puissance de calcul et qui demande beaucoup de données. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que c'est dans les dernières années que ça a vraiment commencé à marcher. C'est grâce justement aux énormes bases de données qu'on a pu générer, ainsi qu'à la puissance de calcul. Et souvent, en fait, le problème, c'est que ces données, elles ont un coût. Donc, en entreprise, par exemple, on peut imaginer, si on reprend l'exemple de la fraiseuse, on n'a pas envie pendant 3 semaines de laisser tourner la fraiseuse et de faire des rebuts à l'appel tous les jours pendant 3 semaines. Ça, évidemment, c'est quelque chose qui va coûter très cher à l'entreprise et qu'il faut éviter un maximum possible. Or, avec cet entraînement-ci, il n'y a pas vraiment le choix. En fait, on est obligé de passer par cette récolte de données et donc, c'est assez coûteux. Alors, nous, justement, ce qu'on essaye de faire, et c'est là qu'intervient la neuromodulation, c'est qu'au lieu de jouer avec les poids ici, on va venir modifier la fonction d'activation. Donc, pour faire le parallèle avec ce que Guillaume disait, c'est vraiment modifier le comportement entrée-sortie du neurone, non pas par les connexions en elles-mêmes, mais simplement par le comportement du neurone lui-même. Donc, c'est vraiment cette fonction d'activation aussi qu'on va venir en fait paramétriser et neuromoduler. Donc, habituellement, la fonction d'activation, elle est fixe, elle ne varie pas, elle n'est pas apprise. C'est une fonction, typiquement, c'est un relu. Donc, un relu, c'est quoi? C'est quelque chose qui vaut 0, de moins l'infini à 0, et qui vaut x de 0 à x. Donc, c'est une fonction qui est tout à fait fixe. Et nous, toute la base de notre approche et le principe qu'on essaye d'introduire, c'est de venir paramétriser cette fonction, donc rajouter deux paramètres dans cette fonction-ci. Et ces paramètres seront donnés, seront mis par neuromodulation. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de regarder une structure générale dans le réseau de neurones grâce au poids, qui va être fixe pour tout un ensemble de tâches, et de s'adapter à la tâche courante simplement par la modification des paramètres de la fonction d'activation. Donc, les points, c'est statique à échelle de temps rapide. Une fois que ça a pris l'entraînement coûteux, c'est fini, les points ne bougeront plus, ça a été géré, ça a été appris. Et pour s'adapter à de nouvelles situations ou quoi que ce soit, eh bien, on va venir modifier la fonction d'activation par neuromodulation. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir un réseau neuromodulateur. Et ce réseau neuromodulateur va venir modifier les fonctions d'activation, comme Guillaume l'a dit tantôt et comme je viens de le dire. Alors, le réseau neuromodulateur, concrètement, ça veut dire quoi?
il va prendre en fait en entrée un contexte ainsi que le feedback de l'environnement. Donc, on peut imaginer que quand on a une fraiseuse, par exemple, le contexte, ici, ça peut simplement être, par exemple, le type de la machine, la marque de la machine, ou quoi que ce soit. Et grâce au feedback de l'environnement, ici, eh bien, le réseau, entrée et sortie, va apprendre à s'adapter assez vite à la nouvelle fraiseuse à laquelle il est confronté. Donc, on peut imaginer que du coup, on a un réseau qui est efficace pour plusieurs fraiseuses et qui va continuellement apprendre à s'adapter à celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue industriel ou d'un point de vue machine? Eh bien, c'est qu'avec les approches classiques, la manière dont, dont on est censé attaquer la chose, c'est que on va avoir une machine, une fraiseuse, et on va apprendre un modèle sur celle-ci. Donc pendant 3 semaines, on va faire tourner la machine, on va générer des rebuts, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le modèle comprenne enfin les offsets à gérer, la manière de contrôler la fraiseuse pour ne pas effectuer de rebut. Si la semaine d'après, on reçoit une machine 2, bien, on peut essayer d'utiliser le premier modèle qu'on vient d'apprendre sur la machine 2. Mais ça, il y a de fortes chances, comme Guillaume l'expliquait, pour que ça ne marche pas, en fait, que les performances soient complètement catastrophiques. Alors pourquoi? Ben justement parce que pour le moment, les réseaux de neurones, ils sont très forts pour apprendre une tâche précise, mais dès qu'on les change un tout petit peu, eh bien, les performances s'écoulent complètement. Donc, quelle est la seule possibilité? Eh bien, en fait, quand on reçoit la nouvelle machine, on va de nouveau, pendant 3 semaines, devoir régénérer des rebuts jusqu'à ce que le modèle comprenne enfin comment contrôler la machine 2 pour ne pas avoir de rebut. Et donc, ainsi de suite, quand on rajoute une machine 3, c'est pareil. Alors, ce qui est vraiment très important à noter ici, c'est que le nouveau modèle en fait, est reconstruit en partant de zéro. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle machine, il y a cette phase de 3 semaines où on va devoir générer des rebuts et ainsi de suite. Donc, il y a ce processus extrêmement coûteux qui est là derrière et qui est nécessaire. Alors que si ça se trouve, après avoir vu une machine, 2 machines, 3 machines, ben, il y a peut-être moyen de réutiliser des caractéristiques, comme les machines sont censées être similaires, pas identiques, mais similaires. Il y a peut-être moyen de réutiliser des caractéristiques de ces machines-là pour apprendre à gérer une nouvelle machine de manière plus efficace, sans devoir passer par ce processus coûteux de récolte de données. Et donc, effectivement, c'est justement ça que notre architecture est supposée faire et est forte et est performante dans ce contexte-là. Donc, avec notre architecture, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, on va apprendre en fait sur un ensemble de machines. Donc, on va avoir les machines 1 et 2. On va apprendre un modèle dessus. Et ce modèle, en fait, il est capable de s'adapter grâce au réseau neuromodulateur. Donc, le réseau neuromodulateur ici va prendre en entrée le contexte de la machine 1, donc par exemple la marque de la machine 1, la marque de la machine 2, le feedback qui est reçu en interagissant avec sa machine. Et sur base de ça, il va encoder un contexte qui représente l'environnement et modifier les fonctions d'activation du modèle ici afin de gérer la machine adéquate qui lui est demandée. Alors, grâce à ça, qu'est-ce qui se passe si on rajoute une troisième machine? Eh bien, tout simplement, il ne va pas y avoir de phase d'apprentissage, il va juste y avoir une phase d'adaptation. C'est-à-dire qu'on va mettre le contexte en entrée de la machine 3, qui est par exemple sa marque, et on va récolter des données sur la machine 3, et après très peu de données, le réseau neuromodulateur va en fait arriver à gérer le contexte convenablement et donner au modèle les informations qu'il faut, les fonctions d'activation qu'il faut pour qu'il gère la nouvelle machine. Alors ça, en fait, ça va être géré avec très peu de données, puisque on réutilise en fait les caractéristiques qui ont été apprises des machines 1 et des machines 2, et on utilise la similitude des autres machines. Donc en fait, on va avoir besoin de beaucoup moins de données, et ça va réduire énormément les coûts. Alors, un exemple un peu plus concret, donc ça c'est une des expériences qu'on a faites, qu'on a réalisées pour un peu illustrer ce que j'entends par là. Donc ici, on a un agent qui navigue dans un espace à 2 dimensions et qui doit se diriger vers des cibles. Et alors, il y a 2 cibles, une mauvaise en rouge, une bonne en verte. Donc la cible verte va fournir une bonne récompense, la cible rouge va fournir une mauvaise récompense. Mais l'agent ne sait pas a priori vers quelle cible il doit se diriger. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, on voit le comportement de l'agent avec un contexte de neuromodulation. Donc, si le réseau neuromodulateur n'était pas là, avec un contexte de base, qu'est-ce que le réseau ferait? En fait, il est complètement perdu puisqu'il ne sait pas vers quelle cible aller et donc il ne s'en sort pas. Dès qu'on active
active le réseau neuromodulateur, qu'on laisse le feedback rentrer en compte avec le contexte, on voit que l'agent s'adapte immédiatement et est capable de comprendre qu'il doit aller vers la cible verte en évitant la cible rouge. À ce moment-là, on a le contexte qui est encodé par le réseau neuromodulateur, et on peut le geler et changer les cibles. Et on voit que dans ce cas-là, c'est-à-dire que le feedback ne passe plus dans le réseau neuromodulateur, et on change les cibles, et on voit que l'agent est toujours adapté pour aller vers la cible de droite, mais qui est devenue la mauvaise. Mais comme il n'y a pas de feedback, le réseau neuromodulateur ne se modifie pas, et donc on voit que le comportement a été adapté et est fixe. Dès que l'on réautorise le feedback à passer, on voit qu'il y a une mini-phase d'adaptation pour que le réseau comprenne que la cible est maintenant celle de gauche et non plus celle de droite. Et avec très peu d'erreurs, l'agent va apprendre à directement retourner vers la cible de gauche quasiment instantanément. Donc il a fallu très peu d'itérations, très peu d'erreurs pour qu'il apprenne à retourner vers la cible de gauche. Alors, tout ça, c'est assez intéressant. Est-ce qu'il y a une autre observation qui est assez intéressante qui a découlé de notre recherche, en fait, et qui est l'interprétabilité de notre modèle de neuromodulation. Alors, en fait, le réseau neuromodulateur, il va encoder, si vous voulez, l'environnement, donc la machine ou le contexte dans lequel il va encoder ça dans un vecteur à une dimension qu'on a ici appelé Z. Et cet encodage, il va se modifier au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que le réseau neuromodulateur reçoit de plus en plus d'informations, de données sur l'environnement à traiter. Alors ici, c'est une expérience qu'on a faite où on a une continuité d'environnement qui peuvent tous être différenciés par une seule variable. Donc on a appelé cette variable alpha. Et donc là, en fait, sur le graphe, ce que vous voyez en ordonnée, ce sont 1000 environnements différents. Et ils sont continus, donc c'est-à-dire que deux environnements similaires, donc on peut imaginer deux machines très similaires, vont avoir un alpha qui est lui aussi très similaire. Donc c'est-à-dire qu'on a un axe des ordonnées continu qui représente en fait la continuité d'environnements avec lesquels on veut interagir. Et alors quelque chose qui est très intéressant à remarquer, c'est que quand le réseau est adapté, donc après 30 données, ici seulement, eh bien, on va voir que le contexte, en fait, est lui aussi continu en fonction des environnements. C'est-à-dire que le contexte qui va être encodé par le réseau neuromodulateur pour deux environnements similaires sera lui aussi très similaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue concret, d'un point de vue pratique? Eh bien, simplement que si on reçoit une nouvelle machine dont on ne connaît pas les caractéristiques, on va pouvoir faire tourner le modèle dessus, il va s'adapter, et une fois qu'il va être adapté, on va avoir une information sur le contexte, et on va pouvoir le comparer à d'autres contextes qu'on avait eu sur d'autres machines. Donc, par exemple, ça va permettre de dire, bah, tiens, la nouvelle machine qu'on a reçue, elle est relativement similaire à celle-là, et donc c'est peut-être bien de faire attention à telle ou telle chose, ou c'est bien de la contrôler de telle ou telle manière. La deuxième chose qui est intéressante à noter sur ces graphiques-ci, c'est que ceci, c'est la récompense qui est obtenue par action effectuée. Et donc, on voit qu'au début, quand le réseau n'est pas adapté, eh bien évidemment, il y a énormément d'erreurs. Mais on voit qu'en très peu de données, donc typiquement en 10 à 20 pas de temps, le réseau est quasiment adapté et fait quasiment des actions optimales à chaque fois. Alors ça, c'est aussi intéressant parce qu'on voit qu'on a une adaptation qui est continue au cours du temps et que donc le réseau va continuer à s'adapter à l'infini pour gérer le problème qui lui est présenté à ce moment-là. Alors, pour le moment, comme je viens de le dire, on a donc la neuromodulation, on jouait sur deux paramètres simples des fonctions d'activation qui étaient la pente et le biais. Mais en fait, comme Guillaume l'a présenté, il y a énormément de complexité dans les neurones humains. Et donc, la suite du travail, et qu'on a déjà commencé, c'est justement de venir mettre plus de paramètres et d'introduire plus de complexité et plus de richesse dans cette modification de la fonction d'activation. Et donc, une manière de faire ça, c'est de rendre les neurones bistables. Donc, en fait, un neurone bistable, c'est un neurone qui va pouvoir garder une information pendant une très, très longue durée. Et alors ça, c'est fait sur base d'un feedback du neurone lui-même. Donc maintenant, c'est comme si les neurones étaient connectés sur eux-mêmes au travers du temps. Alors, on a testé ça dans un autre contexte, un peu plus simple pour pouvoir tester justement ces nouveaux paramètres et voir leur effet dans un contexte qui serait tout à fait approprié. Et donc, ce contexte-là, c'est le contexte d'apprentissage supervisé, qui est un paradigme un peu plus fréquent dans tout ce qui est intelligence artificielle. Et donc, la manière dont ça marche, c'est qu'on a une base de données à noter. On fait passer ça dans un algorithme d'apprentissage, ici typiquement des réseaux de neurones artificiels.
Et alors, après, on a un modèle, et ce modèle, il va simplement gérer de nouvelles données pour ressortir des prédictions, des annotations. Donc, dans ce contexte-ci, il n'y a pas vraiment d'adaptation. C'est vraiment juste, on prend des nouvelles données qui sont a priori les mêmes, ou qui viennent de la même distribution, qui sont semblables aux données annotées qu'on avait en entrée. Alors, pour tester ces nouveaux paramètres, comme je disais, pour avoir de la bistabilité, il faut que le réseau soit connecté sur lui-même, donc c'est-à-dire que les neurones soient connectés à eux-mêmes. Et la manière dont on fait ça, c'est qu'on va avoir des réseaux de neurones récurrents. Alors, un réseau de neurones récurrents, c'est quoi? C'est un réseau qui prend des données à un temps t, ça rentre dans le réseau et le réseau sort une prédiction. Donc jusque-là, c'est pareil qu'avant. La seule différence, c'est que le réseau va également sortir un vecteur de mémoire. Et alors, ce vecteur de mémoire-là va être réutilisé au temps t égale 2 pour la prédiction t égale 2 et pour la mémoire en t égale 2. Donc, en fait, pour une prédiction au temps t égale n'importe quoi, tout l'historique des données va être réutilisé par le réseau suite à la mémoire. Et donc, en fait, c'est cette connexion sur elle-même qui permet de faire de la bistabilité. Alors, les réseaux récurrents, ils sont utilisés dans l'entreprise aussi, sont vraiment géniaux en fait pour traiter des séries temporelles. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez courant et assez utile. Et donc, c'est vraiment de prédire une suite d'une série temporelle sur base de tout l'historique de la série temporelle. Alors, dans les états de l'art, justement, il y a les réseaux récurrents sur base de certaines cellules. Et donc, voici par exemple le genre de résultats qui ont été obtenus récemment pour prédire la consommation électrique pour l'Île-de-France. Et alors, il y a quand même un problème en fait avec les réseaux récurrents actuels, c'est que si les dépendances temporelles sont extrêmement longues dans la série temporelle, donc par exemple, imaginons qu'on a besoin de connaître la consommation au 25 décembre 2018 pour prédire la consommation au 13 janvier 2019, il y a énormément de pas de temps entre les deux. Et donc ça, en fait, les réseaux actuels, ils ont quand même du mal à gérer ça. Et justement, la bistabilité, donc les paramètres qu'on a testés, permettent de le faire très, très efficacement. Alors ici, on a un exemple donc, des performances des réseaux de neurones. Donc les GRU, c'est les réseaux de l'état de l'art, et BRC, c'est justement les Bistable Recurrent Cells, donc les cellules récurrentes distales. Et on voit que quand on augmente les dépendances temporelles, donc dépendance temporelle de 5, puis de 100, puis de 300, bien les réseaux de l'état de l'art, ils n'arrivent plus à partir de 100 ou en tout cas à partir de 300 à gérer le dataset et à faire des prédictions correctes. Là où nos réseaux, que ce soit pour 5, 100 ou 300 de dépendance temporelle, sont toujours très efficaces. Vous aurez compris qu'en ordonnée ici, c'est la performance du réseau. Au plus bas c'est, au mieux c'est. Et qu'en abscisse, c'est le nombre d'itérations d'apprentissage. Donc, c'est le temps d'apprentissage. Alors, pour la suite, pour conclure, eh bien, on a réussi à justement trouver des nouveaux paramètres qui permettent une richesse plus grande dans les fonctions d'activation et qu'on a montré qui était vraiment important sur des séries temporelles avec une grande mémoire. Mais on n'a pas encore essayé de les modifier dynamiquement avec notre architecture de neuromodulation comme on l'avait fait avant. Et donc ici, l'idée, ce serait de combiner ces nouveaux paramètres avec l'architecture qu'on a développée, ce qui permettrait en fait d'avoir des capacités d'adaptation rapides, et ce, sur des séries temporelles qui nécessitent une grande mémoire. Donc voilà, ça c'est tout pour moi. Et donc merci de m'avoir écouté.